Mesdames, Messieurs, amis internautes, les amoureux du livre peuvent se réjouir après 2 années d'interruption. Le Salon du livre d'Abidjan, SILA, signe son grand retour ce 17 mai et ce jusqu'au 21 mai prochain sous le thème « Engagement pour un lectorat africain actif et durable ». Les pieds en France, le cœur en Côte d'Ivoire, par contre Kipré n'a ménagé aucun effort donc pour effectuer les déplacements pour participer donc à ce salon du livre. Lui, écrivain, lui, l'ami de tous, par contre Kipré, bonjour, bienvenue à Abidjan. Bonjour, comment ça va ici à Abidjan.net? Ça va très bien. Comme on le dit, tu es vraiment l'ami de tous, on te voit sous plusieurs fronts et surtout pour la littérature. Alors donc pour ce énième salon du livre, qu'est-ce qui a motivé donc votre arrivée à Abidjan? Ben, je vous remercie déjà de m'offrir cette très belle lucarne afin de pouvoir parler d'un sujet qui tient à cœur à toutes les populations du monde, c'est la lecture. Oui, je crois qu'en sortant de 2 années d'une crise sanitaire sans précédent, donc 2 années d'interruption du Salon international du livre d'Abidjan, qui est l'un des meilleurs salons qui est le plus suivi en Afrique aussi. Oui, il y avait toute la motivation pour pouvoir renouer avec une population ivoirienne qu'il faut reconquérir, à qui il faut réexpliquer, à qui il faut redonner les codes de la lecture pour que la transmission puisse se faire pour nos enfants et nos jeunes. Donc voilà, cette motivation-là est là. Et puis je crois aussi que j'ai été motivé parce que l'une des actualités que je ne vous ai pas annoncées, c'est le départ du grand frère Maker-Eti, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, à qui je rends un très grand, vibrant hommage et qui a tenu l'AEC, il a fait ses 2 mandats et on a vu ses activités. Le bilan est très positif et là, au cours d'une assemblée générale, il va partir fin mai et c'est son dernier salon. Alors je lui rends un vibrant hommage, il va partir sur de belles notes et je crois que c'est un très beau cadeau que le salon du livre, ivoirien du livre soit revenu pour qu'il puisse partir sur des notes festives. Alors revenons justement sur la thématique de ce salon, engagement pour un lectorat africain actif et durable. Comment comprenez-vous donc cette thématique et quel enjeu aujourd'hui pour les lecteurs ivoiriens africains? Alors, ben écoute, engagement pour un lectorat africain engagé et durable, c'est ça, hein, voilà. Je le disais qu'il faut que nous nous réapproprions la lecture. On a perdu de façon qualitative énormément en lecture et dans la transmission. Je prends un exemple. Les livres du soleil. Tu connais? Bien sûr. Illustrés avec des images. Nous sommes arrivés à la lecture en étant élèves. Moi, c'est en CE1 que j'ai découvert les livres du soleil avec Ouli, la petite danseuse, le thème du voyage, Racine, qui racontait la vie des esclaves avec Kunta Kinte. Et ce sont ces livres-là qui nous ont conduits sur vraiment le chemin de la lecture en ouvrant vraiment large les choix. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, si on veut faire vivre ce thème, il faudrait mettre les moyens pour que la lecture soit la base. Parce que tout est question de base. Dans tout ce qu'on fait, de toutes les façons, c'est la base. L'éducation, ça part de la base. Alors, si on ne met pas les moyens pour que les enfants, parce que c'est les enfants, je le dis toujours, quand on rentre dans un pays, la première couche de la population à laquelle on a affaire, ce sont les enfants. C'est eux qui composent, qui sont l'élite de demain. Donc, on les forme. Ils sont ces élites-là qui sont capables de représenter la nation. Mais si on ne les forme pas et qu'ils ne savent pas grand-chose, c'est nous tous qui avons échoué. Et ça part de là. Aujourd'hui, il faut briser les codes des bibliothèques grandeur nature où l'enfant est obligé de quitter Abata ou Faya pour aller à la Bibliothèque nationale d'Abidjan. Non. Aujourd'hui, il faut créer des petits espaces dans les quartiers, responsabiliser les adultes. Les associations servent à ça, pour que les enfants aient accès à la lecture, pour que les jeunes aient accès à la lecture, pour que l'étudiant n'ait pas besoin d'aller à l'Institut Goethe ou à l'Institut français pour avoir un bouquin qui lui permette de faire des recherches pour sa thèse ou son master. Tout ceci a son importance aujourd'hui et ces événements-là doivent servir à ça. Moi, je suis un peu déçu de
enfin un peu déçu, un peu étonné du manque d'engouement qu'il y a autour de cette grande fête du livre. J'étais à une librairie que je ne vais pas citer hier et il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'aucune animation, et même en termes de communication visuelle, ce que j'ai plutôt trouvé devant, c'était l'annonce de spectacles humoristiques. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, l'humour occupe je ne sais pas combien de pourcentage, mais il n'y avait rien qui indiquait que c'était le salon du livre, il n'y avait pas d'animation, il n'y avait pas d'affluence, il n'y avait rien. Même un petit écriteau pour dire que c'était le SILA, il n'y avait rien. Donc, du coup, quand je dis aux gens que je suis là pour le salon du livre, ah bon, c'est quand? C'est où? Justement, vous êtes là pour le salon du livre. Concrètement, quelles seront les activités que vous allez mener pendant cette période? Alors, le salon du livre, c'est quelque chose de très bien organisé. Je disais tantôt que dans notre précaré africain, là, beaucoup de pays ziotaient sur ce que nous on faisait. Et le commissaire Ange Félix Ndapri, qui est un homme d'expérience et de terrain, il a fait ses preuves, hein, il tient le salon de livres de main de maître, je lui rends un vibrant hommage aussi. Il a travaillé pour pouvoir mettre en place, donc on aura des ateliers, il y aura des panels qui vont accueillir des grandes figures, je n'allais pas dire anciennes, parce que voilà, quand on a été un personnage en Côte d'Ivoire et qu'on continue, on a un certain âge qu'on continue encore de produire, ça veut dire que voilà, on est très bons citoyens. Donc il y aura des personnalités comme ça qui viendront intervenir sur des panels, des échanges. Il y a des élèves qui viendront. On fera chaque écrivain sur son stand de sa maison d'édition fera des dédicaces. Voilà, moi je suis de chez FUPA et de Capali-Frange. Donc on fera des dédicaces, on rencontrera nos lecteurs, on échangera. Et puis, ouais, là, c'est zone, quoi. Voilà. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le manque d'affluence pour ce type d'événement. N'est-ce pas parce que Internet aujourd'hui occupe de plus en plus le temps des jeunes et vous-même, vous êtes également sur Internet. Quel temps vous trouvez pour vous intéresser à la lecture et écrire même des œuvres? L'outil des nouvelles technologies d'information, on est rentré dedans, nous-mêmes, on n'a pas vu venir. Il faut qu'on se le dise. Ça nous est arrivé, on a dû s'adapter. Et aujourd'hui, on a amorcé la chute du livre physique. Et les puristes, moi je suis un puriste, je suis contre, moi par exemple, je n'ai jamais, voilà, je ne suis jamais parvenu à lire un livre, un e-book. Pourquoi? Parce que de mon éducation, je suis un conservateur. Voilà, je feuillette, je fais des annotations. Tout. Alors aujourd'hui, c'est vrai, la pratique de l'outil nous prend, mais je ne sais même pas combien de pourcentage je peux dire. Ça nous prend par exemple près de... On n'est pas sur notre téléphone ou sur notre ordinateur quand on prend notre douche par exemple, ou bien qu'on mange. Même quand on mange, même aussi, on est dans notre tête peut-être pour la douche. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est de savoir faire la part des choses, de savoir prioriser. C'est vrai que c'est un outil de travail, mais ça nous éloigne d'énormément de choses. Et on loupe beaucoup d'occasions, on passe à côté de beaucoup de choses. Et moi, j'ai un copain qui me disait que oui, il n'a pas vu ses enfants grandir parce que justement, il était trop focus, hyper connecté. Et ça, il faudrait que les générations comme les nôtres qui sommes en train d'éduquer nos enfants, pensions à ça. Parce que nous sommes leur modèle. Demain, moi, je ne peux pas reprocher à ma fille d'être tout le temps sur son téléphone. Justement, ça a commencé à être un peu une source de conflit entre nous, mais je me suis rendu compte qu'elle l'utilisait pour l'école. À chaque fois, je lui dis, mais tu es trop sur ton téléphone, Léna. Elle me dit, papa, c'est toi qui me dis ça? Tu vois, mais bon, c'est les petits blancs aussi. Hein. Elle me dit, tu me dis ça? Et tout, j'ai dit, oui, mais bon. Elle me dit, mais là, je suis en train de préparer ma dissertation. Et quand je vérifie, effectivement, elle est en train de préparer son truc. Donc, finalement... C'est un couteau à double tranchant. Voilà. Finalement, on ne peut que les laisser faire
et puis observer, quoi. Mais est-ce que la faute aussi ne vient pas des auteurs qui ne s'adaptent pas aux nouvelles technologies? Si un auteur ne s'adapte pas aux nouvelles technologies, mais c'est lui qui... Déjà, même le métier d'écrivain, ce n'est pas un métier rémunérateur à truc. Sachez, par exemple, en termes de marketing, que nous, avec nos maisons d'édition, nous n'avons que 10% de ce qu'on produit. L'écrivain, il écrit pour la passion. C'est la maison d'édition qui est vraiment le propriétaire du truc. Donc, si l'écrivain ne veut pas s'adapter aux nouvelles technologies, mais c'est lui qui perd encore doublement. Donc, il faut rentrer dedans. On n'a pas le choix. Il faut rentrer dedans. C'est vrai que c'est pas de notre... on n'est pas né, comme on le dit pour les jeunes générations, né avec un téléphone dans les mains, mais voilà, moi je vois, j'ai des mamans qui ont 75, 80 ans, que leurs enfants ont formé. Elles sont sur WhatsApp, elles sont sur Facebook, elles font des commentaires. Donc bon, je veux dire que tout le monde peut, quoi. Mais il faut savoir l'utiliser. Le dernier ouvrage en date, Le loup et l'agneau, du bac à la fac. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est déjà un titre évocateur. Quand je parle du loup et de l'agneau, tout de suite on pense La Fontaine, avec ses fables. Les fables de La Fontaine. Voilà, avec La Fontaine. Et je disais moi à mes élèves à Paris que La Fontaine, l'esprit de La Fontaine, c'était ce qu'on retrouvait nous dans nos contes ici. Parce que La Fontaine, il parle du loup et de l'agneau, il parle du lion et de la fourmi, la cigale et la fourmi. Et nous, on a topé l'araignée, on a Kakou Ananzé, on a Leuc le lièvre. Voilà, donc c'est la même chose. L'histoire même de Blanche-Neige, on la retrouve dans nos contes et traditions. Voilà. Bref, pour parler du loup et de l'agneau, alors c'est une histoire que je rends à un copain, Guy Charles Nguessan, avec lequel on était à la fac. Et puis, en revenant, on était en cours. Et puis, il y a eu un break. On allait acheter quelque chose et on a vu une affiche. C'était marqué AVI, Abidjan Vacances Internationales, recrute des étudiants pour être des commerciaux, vendre des vacances. Donc, nous, on était les premiers à avoir vu parce qu'on a vu le monsieur affiché. Donc, on s'est dit, on arrache le truc pour être les seuls. Vous n'êtes pas que quelqu'un d'autre, on a fait les égoïstes. Donc, on a arraché, ils étaient à la Riviera Golf. On était un groupe, on était entre 10 et 12. On a couru, on est parti. On arrive. Ils ont voulu tester notre capacité de prise de parole en public et d'éloquence. Donc, ils nous ont mis des thèmes dans un panier. Il fallait choisir et puis tu parlais du thème en 1 minute 30 sans t'arrêter. Et lui, il était le premier. Il a tiré le loup et l'agneau. Voilà, en situation. Or, nous, on n'avait jamais entendu parler de ça. Moi, je connaissais La Fontaine, hein, mais le loup et l'agneau, ce n'était pas un poème que je connaissais. Donc, mais le loup et l'agneau, je savais ce que c'était. Et lui, c'était un magatapé. Donc, c'était notre cobaye. Donc, il commence. Il dit, le loup est un animal qui vit dans les forêts ivoiriennes. L'agneau est un animal qui vit dans les forêts européennes. Si le loup attrape... Donc, tout le monde, les blancs, nous tous, on a commencé à rigoler. Donc c'est resté sur lui. Jusqu'à aujourd'hui, je lui ai dit, Guichard, je te jure que je vais écrire cette histoire. Il dit, fais-le. Donc je l'ai écrite pour lui rendre hommage. Et c'est ça l'histoire du loup. Alors, l'œuvre est disponible elle est disponible, elle sera disponible sur le stand au salon du livre. Très bien. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait des loups dans les forêts ivoiriennes, mais... Pour en venir donc au volet des actions sociales que tu mènes également tant en Côte d'Ivoire qu'en France. Alors, on t'a connu avec un groupe sur Facebook, justement, les Zinzins du Bonheur. Et les Zinzins du Bonheur célèbrent 10 ans bientôt. Oui, nous fêtons nos 10 ans et le clou de ces 10 ans aura lieu ce 28 mai avec un grand gala qui est mené de main de maître. C'est une association, les Zinzins du Bonheur, qui est menée de main de maître par le docteur Amichi avec toute une armée derrière. Moi, j'ai été le président du groupe France et aujourd'hui, j'ai cédé ma place à une petite sœur qui s'appelle Bertie Latro, que je salue ici. Et docteur Amichia et toute cette armée, on a fait un travail mais remarquable dans le tissu. Tout est né sur les réseaux sociaux. Voilà, tout est né sur les réseaux sociaux. On a fait un travail remarquable dans le tissu social. Aujourd'hui, les Zinzins du Bonheur, en termes de statistiques, quand on vous dit ce qu'on a fait, c'est assez impressionnant. Je n'ai pas de tête comme ça. Voilà, on a créé, on a construit, on a réhabilité,
On a doté les enfants pour Noël. C'était vraiment sur toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction parce que notre bilan, il est hyper positif. Et ce que je veux lancer aujourd'hui comme message, c'est que les Zinzins du bonheur puissent bénéficier du label association reconnue d'utilité publique. Et ce sera notre plus grande victoire. Alors, au-delà des Zinzins du bonheur, Pacome Kipré est toujours actif, on dirait même hyper actif. Et là, le prochain projet, c'est les enfants de Bangolo à Abidjan, avec des Français. Comment ça se prépare, ce projet? Ça se prépare activement, c'est un des motifs de mon voyage. Depuis 2013-2014, chaque année, nous faisons avec un groupe d'amis venir des enfants issus de nos villes les plus reculées qui ne sont jamais venus à Abidjan. Donc autour d'un projet pédagogique que j'ai écrit qui s'appelle « À la découverte de ma capitale », ces enfants-là sont accueillis à Abidjan et qui logent dans des familles d'accueil. Donc ça va être qui les héberge? Ça va être toi, ça va être mon copain Robert, ça va être un ami Hyacinthe et tout. Et nous, le matin, chaque matin, nous les récupérons à 1h. Donc les parents les emmènent et puis on part en activité. Donc ça va être des sorties. Visite des institutions, on va à la bibliothèque, on visite la cathédrale, on visite la mosquée du plateau, on rencontre Alain Tailly, écrivain, on fait du sport, voilà, c'est des activités comme ça. Et puis à la fin du séjour, on leur fait le cartable et puis une petite enveloppe pour emmener à leurs parents, pour leur dire que voilà. Et la plupart, c'est des enfants qui n'ont jamais vu la mer. Voilà, ils viennent de... On avait fait Ouagaïou, on avait fait Niélé, on a fait Mbengue. Ils n'ont jamais vu la mer. Donc quand ils arrivent, Bassam pour eux, c'est en plus porte d'entrée de la colonisation. Ils sont émerveillés, quoi. Donc la visite de Bassam est un des sites principaux de notre activité en termes de sortie. Et on passe la journée là. Le patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, voilà, patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça leur fait un très, 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 très grand bien. Alors, si des gens qui sont intéressés, qui souhaiteraient contribuer, participer à ce projet, comment s'y prendre? Alors, il faut dire une chose. Moi, je crois beaucoup aux actions participatives parce que c'est ce que j'ai appris en France. Étant handballeur, j'ai vu comment mon club fonctionnait. En France, on nous apprend à intégrer que 1 plus 1 fait 2. Voilà, pas 1 plus 1 fait 1. On fait 1 plus 1 fait 2. Donc, c'est cette idée-là que j'ai réussi à inculquer à tous ceux qui sont autour de moi. Parce qu'on ne peut pas attendre tout des politiques. Voilà, donc il nous faut nous aussi nous engager. On n'est pas obligé, mais on peut le faire. Donc du coup, avec le réseau solidaire, social et participatif, qui est mon association que j'ai créée, qui gère tout ce qui concerne Bangolo. Et puis, l'année dernière, en mois de septembre, on a construit un terrain omnisport à Issia. Je ne sais pas si vous avez suivi. Voilà. On se réunit une fois chaque 2 mois autour d'un repas. C'est autour du Dabali qu'il y a toujours les bonnes idées. Et on a une cagnotte et chacun dans la cagnotte verse 50 €. Dans le groupe, on est 45. Donc, une fois chaque 2 mois, s'il y a 30 qui sont là, vous voyez un peu la somme que ça fait. Et c'est un peu ça qui nous permet de trucs. Donc, à côté de ça, s'il y en a en Côte d'Ivoire qui veut se joindre à nous, moi, on ne refuse pas, l'argent. Et puis, on en a besoin pour pouvoir... en Côte d'Ivoire, la vie est devenue chère. Hein. Quand on fait notre devis ici, que nous envoie ça en France, nous, on a mal à la tête. Mais on s'est dit, on va y aller quand même. Donc, voilà. Et ils peuvent me checker sur les réseaux sociaux. À partir de mon Facebook PECK, on me trouve tout de suite. On me trouve tout de suite et puis on va faire ce qu'on pourra. Quoi. Nous avons le cœur ouvert et puis on veut travailler avec tout le monde. Pacome Kipré, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir pour cette édition. Pour ceux qui veulent découvrir le loup et l'agneau du bac à la fac, vous retrouverez donc Pacome Kipré au Salon international du livre d'Abidjan qui se tient, on le rappelle, du 17 au 21 mai 2022 sous le thème « Engagement pour un lectorat africain et actif et durable ». Votre mot de fin pour terminer cette interview? Je veux m'adresser à notre papa, le président Alassane Ouattara.
j'ai une doléance, j'ai un rêve, c'est de le rencontrer pour lui demander de créer un décret portant création des centres de loisirs pour les enfants issus des zones défavorisées en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve parce que ces enfants-là, dont les parents sont des vendeurs des vendeurs, les mamans vendent des bouffes-lotos, les alocos, c'est ces enfants-là que nous retrouvons dans les embouteillages. Donc, à mon cher président, j'aimerais le rencontrer. Et c'est un message aussi pour le ministre Mamadou Touré, qui est ministre de la Jeunesse. Et nous sommes une diaspora forte, qui sommes diplômés jeunesse et sport. Et notre expertise, on voudrait la mettre au service de notre pays. Et ça, il faudrait qu'on nous écoute et qu'on travaille ensemble. Vous savez, le centre de loisirs, on n'a pas besoin de le construire. Il existe déjà parce que c'est l'école où les enfants vont qui sert de cadre. Donc, ça fait quoi? Ça fait création d'emplois pour les jeunes parce qu'on recrute des étudiants qui vont s'occuper de ces enfants-là. Et puis, on résout un problème. L'enfant n'est plus oisif, il est pris en charge. On va régler énormément de problèmes. Si vous voulez continuer de discuter avec Pacom Kipré, vous devez vous rendre au Salon du Livre dans son stand pour discuter avec lui. Merci d'avoir suivi cette édition d'Esprit.